Donc, on commençait notre préparation à l'examen avec une première question sur les diagrammes de cas d'utilisation. Donc, on demandait selon une situation, d'être capable de modéliser la situation. Donc, on a pour un examen, un étudiant et un enseignant doivent être présents. Puis, on dit que s'il s'agit d'un examen oral, un professeur doit agir comme un second examinateur. Donc, il y a un étudiant, un enseignant, puis si c'est un examen oral, il faut qu'il y ait une deuxième personne qui va être un professeur qui va faire partie de là. Fait que, encore une fois, on peut y aller soit par est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Hein? Le principe ici, c'est on demande une seule réponse. Donc, si on regarde euh, le premier, on va voir est-ce qu'il y a des choses de problématiques avec. Donc, on commence, on dit, bon, pour un examen, donc faire un examen, passer un examen, j'ai un étudiant, donc je lien avec l'étudiant, parfait, puis j'ai un enseignant qui doit être présent. Fait que la première réponse, elle semble être remplie. Si j'ai un examen oral, donc je peux voir ici que j'ai l'examen oral qui est une spécialisation d'un examen. Ça sonne correct jusqu'à présent. On dit qu'il y a un professeur qui doit agir comme un second examinateur. Donc ici, j'ai juste un lien vers un professeur. Est-ce que c'est la bonne chose? Ben, il ne faut pas oublier, puis le professeur ici est une spécialisation d'enseignant, ce que je peux voir aussi. Donc, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce qu'avec un examen oral, j'ai donc deux examinateurs avec un étudiant? Ben oui, c'est le cas, parce qu'on a ici, en fait, une spécialisation. Quand on a une spécialisation, tous les liens qu'on avait sont hérités. Donc, pour l'examen oral, il y a un lien avec l'étudiant, il y a un lien avec un enseignant, puis il y a un deuxième lien avec le professeur. Fait que le A semble bien. On va aller voir les autres, voir s'ils ne sont pas bien pour valider notre réponse. Pour le deuxième, on a ici l'examen oral qui a seulement un lien vers le professeur. Puisqu'il n'y a pas de lien entre l'examen et l'examen oral, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de lien vers un étudiant pour un examen oral, ce qui brise la demande que ce soit un examen qui est en fait spécialisé avec des éléments de plus. Donc le B ne fonctionne pas. Le C, ben, si on regarde lui, c'est très semblable au A. Hein? On a les mêmes spécialisations, mais lui rajoute des flèches sur la spécialisation. Celui-là, il n'est pas bon parce que quand on a la spécialisation, ça hérite des liens. Fait que l'examen oral ici, ce que ce diagramme-là indique, c'est que pour l'examen oral, ça prendrait deux étudiants pour faire un examen oral, puis en fait, un professeur et deux autres enseignants pour être capable de faire la surveillance. Donc, le C non plus n'est pas bon, parce qu'en fait, il y a trop de liens qui ont été rajoutés, parce qu'on pourrait ici imaginer qu'on n'a pas compris la spécialisation correctement. On a ensuite le même principe ici, qu'on a l'examen oral qui inclut l'examen, mais encore une fois, on a trop de liens entre les deux. Okay? Ici aussi, pour l'examen oral, on dit qu'on a besoin de deux professeurs, mais on a juste besoin d'un enseignant et d'un professeur. Un enseignant, ça pourrait être une autre personne, un technicien, n'importe qui est dans le cadre d'enseignant, mais qui n'est pas nécessairement professeur. Donc, le dernier non plus n'était pas bon, ce qui nous laisse effectivement juste le A comme bonne et seule bonne réponse. On va attendre ici. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Ou est-ce qu'on maîtrise maintenant tout ce qu'on regarde, puis tout va bien? Je prends un silence tacite d'approbation. Excellent. Maîtriser, pas vraiment, mais c'est correct. Pas au complet. D'ici l'examen, mettons. Il était Parfait. Deuxième question. On a un diagramme qui a plusieurs différentes relations à l'intérieur. Donc, on demande c'est quoi les combinaisons d'acteurs qui communiquent avec le code d'utilisation F. Donc, c'est quel acteur qui est interpellé par le code d'utilisation F.
Fait ici, quand on demande les acteurs qui communiquent, ben, c'est ceux qui ont un lien, OK, avec ce cas d'utilisation-là. Donc, dans ce cas-ci, on a certainement un lien avec T, donc on communique avec T. On ne communique pas avec rien d'autre, en fait. Pourquoi? Parce que le extend, ce n'est pas une suite des choses qui vont communiquer avec. OK? Donc, le extend ne fait pas de lien de communication avec la flèche dans ce sens-là. Donc, en ce moment, le seul élément qui communique avec F, c'est T tout seul. Ici, faire attention aussi, ce n'est pas R non plus, parce que, en fait, une spécialisation n'est pas un lien de communication. Hein? Donc, ici, ça indique que je communique avec un T, puis c'est pas mal juste ça. Donc, la bonne réponse ici, c'était la troisième. La seule acteur avec qui on communique quand on fait F, c'est T. Si on en regarde un autre, juste par principe, si on regarde, admettons, E, puis on se demande qui communique avec E, ben, pour communiquer avec E, il nous faut un R, OK? Puis, à cause de l'héritage, à cause de la généralisation, spécialisation ici, là, puisque E est une spécialisation de D, il faut aussi avoir un acteur de type S pour activer E. OK? Donc, le E communique avec un R et communique avec un S. Autre question par la bande de ça. Si je te disais, j'ai un S et un T, un S et un T, qui active le E, est-ce que ça peut fonctionner? Fait que ici, ben, on avait dit qu'on a besoin de, hein, avec le D, on a besoin du S, fait que d'avoir un S, c'est bon. Mais là, avec le E, on a dit qu'on a besoin d'un R. Puis là, moi, j'ai dit qu'on avait un T à la place. Est-ce que ça fonctionne pareil? Oui, parce que Oui, hérite de R. exactement. Donc, T fonctionne parce qu'un T, c'est un R. Hein, c'est une spécialisation de R. Donc, tout ce que R est capable de faire, T est aussi capable de le faire. Donc, est-ce qu'on a des questions, interrogations sur ce numéro-là? Oui, j'ai une question aussi. Oui, On sait que les R et les spécifications de T, et même le les R R est la généralisation. et la génération de T, Mhm. et les S et les R et les spécifications de les R et les spécifications de S. Le R est la généralisation de S. Faire attention à la flèche. Là. Généralisation, oui. La flèche pointe toujours vers la version générale. Oui. Donc, la bonne réponse, c'est les T et S. Ben, pour quelle question, là? Pour la question Celui-là? oui. Fait que ici, ce n'est pas S. Parce que Ok. le principe, c'est qu'on a, admettons, des polygones, tu sais, puis on a ici, admettons, une ellipse, puis ici, on a un rectangle. Oui. Ben, un rectangle a des éléments spécifiques que l'ellipse ne répond pas. Là. Deux spécialisations ne se connaissent pas entre eux nécessairement. Je ne sais pas si ça clarifie pourquoi S ne fait pas partie des possibilités là, quand on communique avec F. Je ne sais pas si c'est une Donc, deuxième je question. comprends maintenant. Parce que OK. les S, elle n'a pas de relation directe avec les S. De T, ouais. Oui. Ok. Parfait. J'ai une autre question d'Asmaï. Oui, donc moi, ma question, c'est, il y a un slide numéro 18 le premier PowerPoint que vous nous avez partagé. Je ne sais pas si vous l'avez proche, mais en fait, ce que ça dit, c'est que si D extends à F, donc le S est supposé communiquer avec F. Puis c'est une norme Laisse-moi checker UML de comme ça. faire les lignes dans faire l'association, pardon, vers D et F. Mais si jamais on fait l'association juste avec la classe qui extend, ça revient à la même chose. Mhm. C'est ce que j'ai compris. C'est Ouais, la fait slide ici, 18. 18. Ici. Je crois qu'il a aussi dit qu'il n'allait pas avoir de lien implicite avec les extends. Exactement. Fait que
Le principe ici, c'est que dans les pratiques courantes, ça va être écrit comme ça. Mais des affaires implicites dans des questions, c'est chiant. Fait OK, que je comprends. ça va toujours être ce format-là. Donc, Ça marche. s'il y a un lien, il faut qu'il soit là. Sinon, il OK. n'est pas J'imagine que c'est pareil pour le include, la slide juste avant, là? exactement. Donc, nous, OK, toutes les super. questions vont toujours être sous la norme pure pour éviter justement d'avoir des cas qui sont ambigus. OK, OK, super. J'ai une autre question de Monia. Dans ce cas, est-ce que c'est ceux qui se communiquent avec D, c'est S, R, c'est ça? Se Ceux communiquent avec D. qui communiquent avec D, c'est S ou R. Voilà. Non, en fait, c'est juste S. Pardon, c'est juste S. Donc, Pourquoi avec c'est D, pas le R? parce que le S est une spécialisation de R. OK. Puis quand on a une spécialisation, ça fait des choses spéciales que la version générale n'est pas capable de faire. Ah, d'accord. OK. L'inverse, par exemple, est vrai. C'est avec E, ce lien-là peut être rempli soit par un R, soit par un T, soit par un S. Pour celui-là, là, celui Ouais. sur E. Mais pour le lien avec D, seulement S est capable de répondre à ça. Ou en fait, si S aurait aussi d'autres spécialisations derrière, là, il y aurait aussi ça, mais. Donc, la spécialisation est spécifique. Il n'y a pas d'élément qui peut le remplacer. OK. Excellent. J'ai une autre question de Rémi. Donc, finalement, si on avait à répondre pour les combinaisons d'acteurs qui communiquent avec E, est-ce qu'on aurait les trois choix de réponse suivants? S et S, S et R, S et T. Ça serait S et S, S R et ou... S et S ou S et T, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a un S puis un autre qui est un de ces trois-là. Parfait. Mais bon, le E hérite de D, des relations avec D. Exact. Donc, la relation S et D. Alors, le R a-t-il pas une relation avec D par... Non, justement. C'est seulement dans l'autre sens de la flèche. Non, mais le E hérite de D. Oui, exact. Fait que le principe, c'est que quand tu actives E, tu vas Ah oui, avoir non, deux ok, communications. ça va, Hein? ouais. Une qui est celle-là, une qui est celle-là. Fait qu'on dit que celle-là, effectivement, il faut juste que ça soit S, mais celle-là, ça peut être soit R, soit T, soit S qui répond à ce lien-là. C'est ça, S communique avec E, mais c'est ça, c'est pas le R. OK, merci. Excellent. Est-ce que ça répond aussi à ta question, Rémi? Je vais assumer que oui. J'ai ensuite Anna. Oui, ma question, c'est, on a dit que E, il va hériter de D, il Exact. va hériter l'association avec S. C'est exact. Donc, et E, il est déjà associé à R. Donc, E, il est connecté avec R et S. Exactement. OK. Donc, et pourquoi on dit que T, il ne peut pas y aller par R et il va y aller par E et D et S, puisque T, c'est une spécialisation de R, il va hériter aussi. Tu as raison ici. Là. Quand on regarde ce lien-là, puis qu'on dit que E est relié à R, c'est qui peut répondre à ce lien-là, c'est soit un R, soit un T, soit un S. C'est n'importe quel des trois qui peut répondre à ce lien-là ici. Mais il faut faire attention. Nous, je pense que c'était ça que ta question. Là. Pourquoi est-ce que c'est pas l'inverse ici? Là? Pourquoi est-ce que F, ça pourrait pas être un R? C'est ça ta question? Je vais être certain de... Oui, ma question, parce qu'on a dit que F, il est associé seulement avec T, mais pourquoi pas avec R? Parce que T, il hérite de R. Oui. C'est la même chose qu'on a dit, E, il hérite de D et il va hériter de S. Donc, l'héritage, ça va y aller, on suit la flèche. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut la suivre dans l'autre sens. Si on regarde ici, E peut être rempli soit par R ou par les descendants de R. Donc, dans le sens inverse de la flèche. Je peux comme descendre dans la flèche. Quand on arrive à F, puis que je dis que j'ai T,
je ne peux pas aller dans l'autre sens, là. Je ne peux pas aller à la version plus générale OK. pour répondre à un critère spécifique. OK. Donc, alors, le E, il ne peut pas y aller à partir de D pour S. Il va y aller à partir de R pour aller à S. Peux-tu répéter ça? Je n'ai pas suivi. Le E. Le E. Oui. Donc, ce que tu as dit, on va y aller l'inverse de la flèche. Il ne peut pas y aller à D et S après. Donc, il va y aller. Le principe, c'est que lui, c'est la spécialisation. Hein? Mhm. Fait que ça veut dire que lui, il hérite dans ce sens-là. Là. Lui, il hérite de tout ce qui venait d'en haut. De E. Oui, c'est sûr, c'est quoi la question? Ben, c'est parce que remonter les flèches, comme tu as fait avec les acteurs, je ne crois pas qu'on puisse faire le même mouvement avec les use cases. Ben, je crois que c'est ça qui est la source de la confusion. Parce que là, tu as dit, mettons qu'on regarde en bas, tu dis R et E, bon, clairement, ont un lien. Maintenant, si on part de R, on remonte le flèche vers T, disons, par exemple. Ah, OK, bien, vu qu'il y a une flèche, un lien entre R et E, on peut remonter à T, mais il peut y avoir un lien entre T et E. Right? Okay. Mais regardons, supposons le lien entre S et D. Là, je ne pense pas qu'on peut remonter la flèche de la même manière qu'on l'a remonté avec les acteurs. Fait que là, il faut faire attention que remonter les flèches. Okay. Exact. OK, merci. Bien expliqué, merci. Ça fait plaisir. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est des questions pertinentes. Ça va bien vos affaires. C'est les cas difficiles. As-tu une question, Aminé? J'ai vu que tu t'es. Oui, c'est juste si T était une généralisation de R. C'est l'inverse. Si c'était l'inverse, ça veut dire que R et T peuvent communiquer avec F. Ben, si c'était l'inverse, je parle de c'est ça. T, c'est une spécialisation. Mais oui, non, oui, effectivement. Oui, OK. Dans le cas où la flèche serait dans l'autre sens, donc effectivement, les deux peuvent communiquer avec F. Avec F, ça serait les deux. On a une autre question de Bernard. Oui, donc finalement, il y a deux liens entre S et E. C'est un double lien. Parce que E hérite de D. Exact. Et R hérite de S. Donc, est-ce que c'est deux liens obligatoires? Comment ça marche à ce niveau-là? Donc le principe, c'est que E a besoin de deux acteurs. Il va avoir besoin de quelqu'un qui répond à ce lien-là, donc il va avoir besoin de un S, puis il va avoir besoin de quelqu'un qui répond à ce lien-là, qui va être soit un R ou n'importe quelle de ses spécialisations. Donc, soit un T, soit un deuxième S. Mais E va toujours avoir deux acteurs d'impliqués dans sa communication. Potentiellement deux S. Exact. C'est ça. Oui, OK, merci. Excellent. On continue. Ça va voir la question 3. Donc, on demande ici des questions plus générales sur les cas d'utilisation. On demande lesquels des énoncés, il y a un S ici à lesquels, là, fait qu'il peut y en avoir plusieurs, des énoncés sont vrais. Donc, il dit que les cas d'utilisation précisent les fonctionnalités et les comportements que le système en cours de développement devrait avoir. Ben, ça sonne vrai en maudit, c'est littéralement la description de ce que c'est supposé être des cas d'utilisation. Donc, le A est un des éléments qui est véridique. Ensuite, les cas d'utilisation devraient spécifier les processus, le processus procédural au sein d'un système. Donc, ça ici, ce n'est pas le cas. Donc, quand on travaille avec, quand on parle de procédure, là, on parle de programme, on parle d'algorithme, on parle de manière de faire. Le but d'un diagramme de cas d'utilisation, ce n'est pas justement d'aller dans cette minutie-là. On n'est pas encore à trouver c'est quoi qu'il faut faire dans quel ordre. On va voir qu'il existe d'autres diagrammes qui vont nous permettre de mieux gérer ça. Donc, le 2, ce n'est pas une bonne réponse. On a ensuite le 3. Les cas d'utilisation sont dérivés des demandes du client. Donc, ça aussi, c'est vrai. On avait jasé que les diagrammes de cas d'utilisation, c'est les premiers diagrammes que tu fais quand tu es en train de jaser avec le client parce qu'il
qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que le client peut voir, hein, puis comprendre semi-facilement là, qu'est-ce qui est représenté, puis il est capable de dire non, non, cette affaire-là, il devrait aussi avoir une autre personne, un autre utilisateur, un client, un technicien, un concierge, un enseignant, n'importe quoi qui n'est pas spécifié en ce moment. Donc, c'est un outil de dialogue que tu utilises avec les clients. Fait qu'on a le 3 qui était vrai. On a en ce moment le 1 et le 3 qui sont vrais. On va regarder le 4e. Les cas d'utilisation conviennent à la modélisation d'interface entre deux systèmes. Donc, quand on parle d'interface, c'est des manières de communiquer, hein, des manières d'être capable de rediriger l'information. Entre deux systèmes, ben, ça ici, c'est notre élément qu'on sait que c'est pas notre cas dans les diagrammes de cas d'utilisation. Parce que nous, à chaque fois qu'on parle de diagramme de cas d'utilisation, on a toujours juste un rectangle. Notre rectangle, c'est notre système. Donc, on n'a jamais deux rectangles puis qui communiquent entre eux. Ce n'est pas le but des diagrammes de cas d'utilisation. Donc, on avait le 1 et le 3 qui étaient les deux réponses véridiques pour la question 3. Une question de Tolkien. Tu es couramment muté. Dans Zoom. Ah. Allô? Oui. Parce que j'ai le problème d'Internet, ça coupe des fois. Je me demandais pour le numéro 1, parce que ça dit comme les fonctionnalités, le comportement que le système en cours de développement devrait avoir, mais on sait comme le cas d'utilisation, on doit l'utiliser pas juste en développement, mais partout, hein, dans toutes les étapes. C'est ça que j'ai compris. Mais ici, c'est dit comme juste en développement. Je ne comprends pas, je me suis perdue un petit peu. Donc ici, quand on parle le système en cours de développement, le principe, c'est que le diagramme de cas d'utilisation, c'est utilisé pour créer quelque chose, créer un produit, créer une base de données, créer un programme. Puis c'est ce système-là qui est en développement, donc qui est en cours de construction. C'est ça qu'on veut dire par développement ici. C'est ça qu'on est en train de produire. Mais après, on ne l'utilise pas cas d'utilisation, mon Dieu. Le principe, c'est une fois que le programme a été créé, le diagramme de cas d'utilisation, il est effectivement plus... c'est plus quelque chose qui va être référencé beaucoup parce que le principe, c'est que le système est en place, le système est fonctionnel, puis on n'a plus vraiment besoin d'y faire référence. On a déjà établi qui c'est qui communique avec quoi, puis on l'a déjà implémenté à ce point-là, quand le développement est terminé. Et après, on ne l'utilise pas pour gérer le système, pour trouver le bug ou quelque chose? Vraiment pas. Ça va être plus les autres diagrammes qui vont être utilisés pour être des références d'implémentation. Ah, d'accord, merci. Excellent. Donc, on continue avec notre question 4. Donc, on demandait de modéliser une situation, encore une fois. Donc, on a une saison de football, c'est le système qu'on veut représenter. À l'intérieur, on va avoir plusieurs joueurs qui vont participer à plusieurs matchs. Puis, on dit que chaque joueur marque un certain nombre de buts dans les matchs. OK? Fait qu'on a le principe de match, on a le principe de joueur, on a le principe de but. Comment est-ce qu'on fait pour modéliser ça? Fait que si on regarde ici, on va encore une fois regarder chacun, les évaluer, puis déterminer quel est un diagramme valide. Fait que si on regarde le premier, bon, on a les différentes parties qui nous dit qu'on a des joueurs, parfait. Les joueurs vont avoir un certain nombre de buts, puis chaque but va être associé à une partie spécifique. Okay? Donc ici, chaque but est représenté par une instance de cet élément-là. Okay?
Mais à part ça, tout semble quand même correct. Donc, pour les joueurs peuvent avoir joué à certains matchs. OK, ça se peut que la partie a été déclarée, mais on ne sait pas encore c'est qui les membres qui ont été sur le terrain. On voit que chaque but appartient seulement à un joueur, puis appartient seulement à une partie. Mais en fait, quand on a cette relation-là, quand on a, parce qu'ici on a un petit losange de composition, là, celui qui est noir, hein, fait que si la game disparaît, le but disparaît aussi. Mais le principe, c'est que c'est un 1 ici là, qui est obligatoire. On n'est pas obligé de le mettre quand c'est implicite comme ça. Puis on a un 1 aussi pour le joueur. Mais quand on a une relation de j'existe seulement quand il y a un de chaque barre, on peut utiliser une classe d'association à la place. Puis c'est en fait ce qui se passe dans le B. Donc le B, c'est la même prémisse. On a des parties, on a des joueurs, il y a des joueurs dans des parties, il y a des parties dans les joueurs. Puis quand on a un lien, une association, une relation qui se crée entre les deux, ça génère une nouvelle instance de but qui va avoir un nombre de buts entre les deux. Fait en fait, le A et le B sont des bonnes représentations de notre demande initiale. Fait qu'on aurait A et B qui semblent être corrects. Allons voir les deux derniers. Donc ici, j'ai les parties, j'ai des joueurs, encore une fois, on a les deux. Puis on peut voir ici que le joueur a des buts. OK? Fait que ça me permettrait de savoir pour chaque joueur, il a compté combien de buts durant la saison. Mais c'est pas capable parce que le principe, c'est que cet attribut-là appartient à un joueur spécifique. On n'a pas l'information de c'est dans quel match qu'on a eu les buts. Donc, ça ne semble pas répondre à nos critères. À l'inverse, si je dis, ben, le match, lui, a un certain nombre de buts, ça ne m'indique pas c'est quel joueur qui a compté ces buts-là. Donc, le D non plus ne semble pas satisfaire nos différents critères. Donc, on a le A et le B qui sont deux manières correctes de faire la chose. Donc, encore une fois, dans le monde de la conception, il y a seulement... il n'y a pas de méthode parfaite, il y en a seulement des méthodes qui respectent qu'est-ce qu'on essaye de décrire. J'ai une question de Caroline. Admettons, dans ces questions-là, on en a juste une sur deux. Comment tu fonctionnes avec le pointage? Ici, puisque je demande comment est-ce qu'on modéliserait ça, A ou B donnerait 100% des points. OK. Puis pour les autres? Les deux donneraient 0% des points. OK. Est-ce que c'est... Okay. C'est bon. Merci. Excellent. Donc, j'ai une autre question de Nadja. Oui, s'il vous plaît, pour le B. Pour le A, je suis d'accord. Pour le B, je ne suis pas très convaincue. Parce qu'il n'y a pas le clause qui dit un joueur marque plusieurs buts. Pour chaque joueur marque dans chaque match. Est-ce que quand on écrit goal in, ça veut dire que chaque joueur va marquer? C'est ça la signification? Non, ce que ça signifie, c'est que... Juste pour expliquer, s'il vous plaît. Fait ici, le principe, c'est que quand on a un attribut, hein, ça va être une information qui va être sauvegardée à l'intérieur de cet élément-là. Fait que lui, il va être capable d'avoir, en fait, un nombre de buts, hein, qui va être spécifié. Donc, pour le match de vendredi passé, pour le joueur 27, il va avoir une catégorie but qui va avoir 2 buts qui a été faite. In pour integer. Exactement. Donc, c'est le type que vous allez voir. Je pense que vous n'avez pas de cours de programmation cette session-ci. Je pense que ça va être la prochaine. Oui, il y en a un? OK, bon. Ben, si on parle de int, on sait de quoi on parle. Donc, des entiers, là. Un type de données. Dans cette représentation du A ici, c'est plus le principe que chaque instance, c'est un seul but, parce qu'on n'a pas d'attribut.
Fait que c'est pour ça qu'on a, pour un joueur, une multiplicité de goals qui vont pouvoir être reliés à une partie spécifique. Donc pour lui, il y aurait une instance de cette classe-là pour chaque but, tandis que lui, il y aurait une instance pour chaque relation, pour chaque game qu'un joueur va avoir joué. Est-ce que la distinction est plus claire ici, Nadja? Excellent. La dernière phrase, c'était ça que me manquait. Super. Ouais. Parfait. Donc, je vais prendre un instant, je vais prendre les questions en ordre. J'ai ensuite Jacob. Oui, je pense que peut-être j'ai juste un peu mal compris le slide justement à propos des clauses d'association. J'avais l'impression que ça devrait, on devrait voir un nom unique dans le B pour qu'on soit capable de représenter plus qu'un but par match. Mm-hmm. Donc, ici, si on n'avait pas l'attribut, effectivement, il faudrait que ce soit non unique. Mais le principe ici, c'est que cet objet-là représente le nombre de buts qui va avoir été compté dans un match par un joueur, à cause qu'on va avoir un attribut qui me permet de compter cet élément-là. Donc, il va y avoir juste une instance de l'objet, mais dedans, il va y avoir comme une colonne nombre de buts. OK. C'est ça qui permet d'en avoir plusieurs. Cool. Merci. J'ai une autre question de Rémi. Oui, d'abord, je comprends bien l'équivalence entre A et B dans le sens que les deux font la job. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de constater que A fournit plus d'informations que B. En particulier, on voit que la relation entre but et game, puis but et player n'est pas la même. Il y a comme une perte de symétrie, tandis qu'en B, on ne peut pas distinguer cette symétrie-là. Mm-hmm. Puis ici, ultimement, la décision ultime va habituellement dépendre d'autres éléments contextuels. Comme admettons, si tu me demandais de faire une base de données, là, je n'utiliserais jamais A. Parce que ça augmenterait grandement le nombre de lignes qu'il y a dans ma base de données, quand la seule information que j'ai besoin, c'est juste un entier qui compte le nombre de buts pour chaque joueur à chaque match. Fait que, tu sais, les deux sont corrects. Après ça, la ultime décision va habituellement plus rencontrer au contexte du projet ultime. OK. Puis, j'ai une petite question d'abord, en B, l'association, est-ce que ça veut aussi dire que, mettons, si game s'en va, les buts s'en vont, si player s'en va, les buts s'en vont aussi? Il y a comme cette dépendance-là qu'on n'a pas en A, genre. Tu sais, je suis juste en train d'essayer de voir les différences entre A et B. Il semble y en avoir, non? Oui, effectivement. Là. Puis là, ici, puisque on n'a pas assez d'informations sur est-ce que si on perd la game, on est supposé perdre de l'information? Est-ce que si on perd le joueur, on est supposé perdre de l'information? Dans le cas de B, n'importe quel des deux fait que l'information disparaît. Dans le cas de A, seulement si la partie disparaît, je n'ai plus de but. C'est. Bon, fait que dans la mesure où c'était pas précisé, effectivement, A et B. Exactement. En plus, OK, merci. Puis là, c'est ça la job d'aller retourner voir le client puis aller poser plus de questions. Effectivement. J'ai une autre question de Nadja. Non, excuse-moi, j'ai juste oublié, maman. Merci. Pas de problème. Excellent. Fait qu'on va pouvoir continuer à notre question 5. Donc, on a ici une... Oh, pardon, j'ai une autre question de Younes. Oh, non, c'est... Oui. Oui. Mais c'est juste pour les questions B, pour la partie B. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça présente? Parce qu'on était 100% sûr pour A, mais on doutait un peu pour B. Qu'est-ce que représente cette classe-là? Est-ce que c'est une agrégation? Pour le B, tu parles? Oui. C'est une classe d'association. Parce qu'on voit seulement avec les petits points là. Oui, au milieu. Et on doutait que ça peut être la bonne réponse. Parce qu'il n'y a pas d'étoile en bas. Mm-hmm. Le principe des
associations, c'est que c'est toujours 1 ici. C'est le résultat de une partie et de un joueur, ça crée 1 de ça automatiquement. Ici, blablabla. Ok. Merci. Je vais voir si j'ai un exemple de ça. Pas précisément. Non. Alright. On continue. On a donc la question numéro 5. On a un diagramme. On veut avoir dans le diagramme, en fait, on se fait donner un diagramme. Voici un diagramme de classe. Donc, on peut voir ici qu'on a une classe abstraite A qui a une spécialisation en B, qui a un lien avec D, puis on peut voir aussi qu'on a C qui a un lien avec A. Puis on demande, voici une liste de diagrammes d'objets et, ou dis-moi, quels de ces diagrammes-là sont conformes à notre diagramme de classe. On va y aller un à un. On va les éliminer ou les valider. On commence, on a ici le A qui a de type A, qui a un lien avec le type C. Si je regarde à partir de C, okay, j'ai un lien, okay, donc un C va avoir un lien avec A, mais on a un problème. Parce que A, il est abstract. Donc, quand on a une classe abstraite, je n'ai pas le droit d'avoir un objet de cette classe-là. Okay? C'est seulement les spécialisations qui peuvent exister. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir un élément d'une classe A, un objet d'une classe A directement. Donc, celui-là, ça ne fonctionne pas parce que le A ne devrait pas être là. Si on regarde le deuxième, on a ici le B qui nous dit, OK, j'ai un lien avec un C et j'ai un lien avec un D. Voyons voir si cela est fonctionnel. Si on commence avec le D, je peux voir qu'il y a un lien vers le B. Si je regarde le D, j'ai un lien vers 1, parce qu'on lit toujours la multiplicité à la fin. Donc, j'ai un lien vers un B. Ça fonctionne. Inversement, le B a un lien vers un D. Ce lien-là ici, okay, il semble correct. Ensuite, j'ai un lien entre B et un objet de type C. Puis là, je regarde, puis je suis comme, j'ai pas d'autre lien, mais on a ici une spécialisation. Donc, B est la spécialisation de A et hérite donc de tous ces liens. Donc, le lien de A qui dit qu'un A peut être avec de 0 à une infinité de C. Puis le C, lui, il doit être lié à un A. Le B peut faire office de A. Donc, quand je regarde le C, il faut que j'aille un lien vers un A. Donc, j'ai un C, j'ai un lien vers un B, mais le B peut faire office de A, donc ça fonctionne. Puis le B, lui, va avoir de 0 à une infinité de liens vers le C. Il y en a un en ce moment, donc ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Donc, le B est un diagramme d'objet valide qui est conforme au diagramme de classe. On continue, on a le troisième. Je ne vais pas dire C, là, on va se confondre avec les noms de classe. Donc ici, j'ai un C qui a un lien avec un D. Si je regarde le C, j'ai un lien avec un A ou par spécialisation avec un B. Je n'ai pas de lien direct avec le D. Inversement, le D non plus n'a pas de lien avec le C. Là. Il y a juste un lien avec le B, puis lui, en fait, puisque c'est une spécialisation, ne peut pas remplacer ce lien-là par rien d'autre. Donc, puisqu'on n'a pas de lien direct entre C et D, ou de lien indirect, le troisième ici ne fonctionne pas. Si on regarde celui-là ici, facile à dire, on a déjà prouvé qu'un lien entre C et D, ça n'avait pas d'allure.
ben là, on a deux liens entre deux C différents puis un D. Donc, c'est certain que celui-là, il n'est pas bon non plus parce qu'on a des liens entre des C et des D. On regarde le dernier. On a ici un D tout seul. Fait qu'on va aller voir. Un D tout seul, il a besoin d'avoir un lien vers un B. Donc, un D ne peut pas exister tout seul. Il faut absolument qu'il y ait un lien vers un B. Ben, le D, il n'y a pas de lien. Fait que ça ne fonctionne pas. Inversement, j'ai un B ici qui a deux liens vers 2C. Si je regarde le B, il a le droit d'avoir une multiplicité de liens vers des C, ça c'est pas pire, mais le B doit aussi avoir obligatoirement un lien vers un D. Fait que ça veut dire qu'il manque en fait ici une petite ligne là, pour que ça fonctionne. Donc le dernier, il n'est pas bon non plus. On a juste en fait le deuxième qui va être un diagramme d'objet qui est validé avec ce diagramme de classe. J'ai une question de Swad. Oui, s'il vous plaît, mais pourquoi il n'y a pas le premier ne fonctionne pas? Il y a bien une relation entre le A et le C, non? Oui, la problématique ici vient dans le fait que le A est abstract. Donc, une classe abstraite ne peut pas avoir un objet de cette classe-là. Okay. C'est ça la limitation du abstract. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir des objets de type A. OK, merci. Excellent. On va attendre, on est certain. Rendu une fois, rendu deux fois. Adjugé. On tombe à notre question 6. Donc, on demande ici encore une fois une question plus générale sur les diagrammes de classe et particulièrement sur la généralisation-spécialisation. Donc, dans une relation de généralisation entre une sous-classe et une superclasse. Donc, le principe ici, c'est la superclasse, la classe parent, puis on a la sous-classe ou la classe enfant, la généralisation, la spécialisation. Quels éléments est véridique? Fait que, est-ce qu'une sous-classe hérite des propriétés de la superclasse? Donc, est-ce que B hérite des éléments de A? Oui, ça sonne bon. En fait, c'est pas mal l'élément primordial de la spécialisation-généralisation. La sous-classe hérite de la superclasse. Donc, le 1 semble valide. Ensuite, on dit qu'une sous-classe ne peut hériter que d'une superclasse. Donc, il y aurait juste une flèche de disponible. En UML, ce n'est pas le cas. On peut avoir plusieurs spécialisations sans problème. Donc, si on revient, là, on a même une gentille slide là, qui parle d'héritage. Mais on parle d'avoir plusieurs généralisations, non? Ici, blablabla. Une sous-classe ne peut hériter que d'une seule superclasse. Donc, l'inverse, ça serait peut hériter de plusieurs superclasses. Oui, mais c'est parce que tu as dit qu'une classe peut avoir plusieurs spécialisations. Oui, on parle d'une pardon, spécialisation oui. qui a plusieurs généralisations. Oui, tu as raison. C'est moi qui s'est gouré. Il est rendu 9 heures. OK, c'est bon. Mais oui, bon rattrapage. Merci. Donc, ici, cet élément-là est faux. On peut hériter de plus qu'une superclasse. On peut avoir plusieurs généralisations. On peut avoir de l'héritage multiple. En UML, il faut faire attention, dans les langages de programmation, il en existe très peu qui réussissent à faire ça. Pour vous donner une idée, ma recherche académique,
travaille sur un des langages qui est capable de faire ça. Puis c'est un langage fait pour du monde qui teste des affaires sur des langages de programmation. Fait que c'est une des affaires cool qui fait que personne ne fait. Il n'y a pas grand monde qui réussisse à faire ça. Prochaine, donc le 2, pas bon. Numéro 3. La sous-classe ne doit pas avoir plus d'attributs que la superclasse. Fait qu'ici, ça vient en fait détourner le principe de la spécialisation. Là. Quand on parle de spécialisation, on demande à ce que la chose hérite et peut avoir des éléments additionnels. C'est en fait l'inverse. La sous-classe peut avoir plus d'attributs que la superclasse parce qu'il va au moins en avoir autant que la superclasse parce qu'il hérite. Fait qu'il peut en rajouter par-dessus. Donc le 3, ça ne marche pas. Le 4, on dit qu'une superclasse ne doit pas être abstraite. Ben, non, en fait, c'est seulement les superclasses qui peuvent être abstraites. Donc, comme on l'a vu ici, la superclasse, le parent, c'est elle qui a le droit d'être abstraite pour dire que c'est seulement les spécialisations qui vont pouvoir exister. Fait que on avait seulement la première qui était véridique, toutes les autres ne l'étaient pas. La dernière question qu'on avait, c'était de refaire un diagramme qui représentait le diagramme de la question 2. Donc, vous pouviez utiliser autant Visual Paradigm que PlenTUML, c'était à votre discrétion. Fait que si on regarde un exemple de ça, je l'ai fait ici avec PlenTUML. Donc, le principe, c'est toujours de faire attention d'avoir notre système, d'avoir les différents cas d'utilisation qui sont à l'intérieur du système, d'avoir ensuite les différentes relations entre les cas d'utilisation. Donc, dans ce cas-ci, on a une généralisation-spécialisation, puis on a une extension avec les pointillés puis la flèche vide. On a ensuite les différents acteurs qui sont à l'extérieur du système. Puis encore une fois, faire attention à avoir les flèches dans le bon sens, d'avoir les bons liens. J'ai une question de Bernard. Oui, je remarque que vous n'avez pas défini vos acteurs dans le code. C'est pas nécessaire? De les avoir tout seuls, effectivement. Donc, si j'utilise juste le nom, juste le fait que ça existe quelque part, il va assumer que c'est des acteurs qui existent dans le programme, dans le système. Okay. Les raccourcis ici, là. Moi, Puis, ça fait trop longtemps que je programme. Je prends tous les raccourcis. Ouais, c'est ça. Moi, bon, il fait la même chose, mon graphique, mais en fait, en tout cas, il n'est pas aussi beau que ça, là. Je sais pas. Puis, ici, avec PlenTUML, la quote-unquote beauté n'est aucunement un critère qu'il faut regarder. Le but de PlenTUML, c'est d'être capable de développer rapidement puis d'itérer sur les différents plans. Donc, tant que les lignes sont à bonne place, puis qu'ils pointent vers la bonne affaire, t'arrêtes de te poser des questions. Si tu veux essayer d'avoir quelque chose qui est beau, ben, il faut que tu utilises un autre outil comme Visual Paradigm. C'est que là, quand tu vas vouloir faire des modifications, ben là, il va falloir que tu fasses plus attention, il va falloir que tu délites des choses. C'est comme ça le balancier. Là. Donc, tant que ça pointe aux bonnes choses, c'est correct. Est-ce que tu avais d'autres questions, Bernard? On est good. J'ai des questions d'Adil. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut envoyer juste le schéma parce que si on fait avec un Visual Paradigm, on n'a pas besoin de créer le code. Effectivement, juste envoyer une image du schéma, ça va être satisfaisant pour l'examen. D'accord. Et pour les questions, est-ce qu'on doit juste envoyer, par exemple, question 2 et la réponse au-dessus A, B ou... Exactement. D'accord. Sur un format Word ou PDF, ce qu'on veut. Tant que c'est un format qui est ouvrable par un informaticien d'intelligence moyenne. On devrait être correct. OK, d'accord. Merci.
Merci. Parfait. On a une autre question de Tolkien. J'ai une question. Est-ce qu'on peut juste envoyer le screenshot comme on voit ici Oui, maintenant? c'est pas un problème. On peut l'envoyer comme ça, pas juste le fichier de code. Effectivement, tu peux envoyer, en fait, tu peux aussi envoyer le fichier de code de PlantUML, ça marche aussi. Un diagramme, ça marche aussi. Hein, quand tu peux ici faire exporter, là, quand tu fais un clic droit, là, on avait le preview, là, ben, tu peux aussi le sortir en PNG, puis ça va te donner une image que tu peux mettre dans un document Word ou sous un autre format quelconque de ton choix. Oui, le PNG, on peut le faire avec l'autre outil aussi. Ici, aussi, j'ai une autre question. Quand on va aller travailler après la formation, lesquels des deux, PlantUML et Visual Paradigm, est plus demandant sur le marché? Lesquels on doit maîtriser? Aucun des deux. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, les diagrammes, c'est fait comme outil de communication de tes développeurs. Les diagrammes que moi j'écris, quand je développe des choses, ils sont faits avec un marqueur sur un tableau blanc. Donc, c'est ça l'outil le plus utilisé en UML, c'est le tableau blanc. Donc, il n'y a pas un des deux qui est plus utilisé qu'un autre dans mon expérience, parce que la majorité des diagrammes aujourd'hui sont faits de manière manuelle. Oh, d'accord. Merci. Parfait. On a une autre question d'Asmaï. Oui, est-ce que vous avez déjà mentionné la longueur de l'examen? Combien de questions et tout? Ça devrait être un petit peu plus exhaustif que la préparation de l'examen qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Donc, on peut s'attendre à une ou deux questions pour chaque type de question qu'on a vu là. OK. Le but, c'est vous devriez amplement avoir le temps de terminer l'examen. Ce n'est pas un examen qui est fait pour manquer de temps. J'ai une autre question. Tabderaouf. Oui, pour le fichier de réponse, on doit l'envoyer à travers Mio. Ça va être en fait un dépôt qui va être disponible sur Leia durant la période d'examen. Je vais regarder avec vous pour être certain qu'on sait tous où aller le remettre au début de l'examen de la semaine prochaine. OK, merci. Zippé, c'est un fichier zippé, on zippe les... Si vous avez juste un document directement, là, mettons que tu as un fichier Word avec les réponses puis une image, ça peut directement être le document. Si tu décides d'envoyer, admettons, un document texte avec les réponses puis le fichier plein .uml, ça pourrait être un archive comme un zip qui pourrait être aussi accepté. Merci. Les réponses soulignées en jaune, est-ce que c'est bon aussi sur le document? Oui, si tu annotes le PDF, moi, j'ai pas de problème avec ça non plus. OK, merci. Excellent. Donc, ça ferait le tour de notre préparation à l'examen intra. Ah, j'ai une petite question avant qu'on termine. Bien, certainement. Dans Paradigme, le Paradigme, quand j'ai fait mon fichier, mon code D, je me trouve à avoir, il s'est séparé en deux, puis il m'a fait un extension point vers le F. C'est normal. Donc, quand tu fais le extend avec les codes d'utilisation dans Visual Paradigm, il rajoute un élément. C'est complètement normal. Donc, quelque chose de même. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que lui, il le représente. OK, super, merci. J'ai une autre question de Monia. Oui, en fait, ce n'est pas une question, mais est-ce que ce sera possible de nous envoyer des types d'évaluation comme celui-là pour qu'on puisse pratiquer encore plus, mais avec correction? Est-ce que c'est possible? J'en ai malheureusement pas d'autres de fait. OK. OK, c'est pas grave. Je ne peux pas vous en envoyer plus. OK. Toutes les questions que j'ai faites, je les ai données. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. All right. Excellent. Donc, ça mettrait fin à notre période d'aujourd'hui. Si on n'a pas d'autres questions, on va
arrêter l'enregistrement pour l'instant. Et c'est terminé.